Bienvenue à tous pour ce deuxième webinaire de l'année organisé par l'agence Thales Meriapolis et l'incubateur IMT Mines. Ce matin, nous allons traiter du sujet de quel statut juridique pour la création de son entreprise avec deux intervenants. Je vais laisser la parole à Lucie de l'IMT Mines qui va vous dire quelques mots et puis après nous vous rappellerons un petit peu les règles de ce webinaire. Lucie. Oui, bonjour, donc, je suis Lucie Thomas-Mandou, chargée d'affaires à l'incubateur de l'école des mines d'Alès. Je remplace Muriel Durand pour quelques temps qui est en congé maternité. Donc l'incubateur des mines est partenaire d'Alès Meriapolis pour ses petits déjeuners. Nous suivons une vingtaine de porteurs de projets et nous avons également un incubateur étudiant où 10 petits porteurs de projets sont également accompagnés. Donc, en avril, vous aurez un petit déjeuner sur la thématique de l'art du pitch. Comment construire son pitch avec Anne-Valérie Solaire qui fait du conseil et prise de parole en public pour les startups. Peut-être que ce sera en présentiel, sauf évolution des conditions sanitaires, bien sûr. Pensez à la fin de ce petit déjeuner de remplir le questionnaire de satisfaction. Merci. Voilà. Donc, je laisse la parole à Emmanuel Cohen et Kamla Boulkout, qui sont nos deux intervenants, qui vont se présenter. Petite règle, vous avez un chat pendant l'intervention. N'hésitez pas à poser vos questions et on interrompra nos deux intervenants pour qu'ils puissent répondre et interagir avec vous. À vous. Bonjour à tous, Emmanuel Cohen. Kamla, je vais peut-être te laisser te présenter en premier en quelques secondes et puis Oui, merci Emmanuel. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Kamla Boulkout, avocat. J'interviens en droit du travail et de la protection sociale, principalement au conseil auprès d'entreprises et de groupes français de dimension internationale sur toutes les problématiques qui peuvent être rencontrées sur ces domaines-là, notamment sur les opérations d'absorption, restructuration, l'accompagnement des entreprises dans la négociation d'un statut collectif qui soit propre, et également l'accompagnement des dirigeants d'entreprise sur les problématiques de définition de leur statut social et la problématique de cumul éventuel avec le contrat de travail. J'exerce depuis maintenant 8 ans et j'interviens régulièrement avec Emmanuel justement pour toutes ces problématiques qui concernent les dirigeants d'entreprise. Pour ma part, moi je suis un avocat, j'aime bien dire que je suis spécialiste des relations entre associés, donc j'ai deux typologies de dossiers, deux types de dossiers. J'ai des dossiers dans lesquels j'accompagne en fait les chefs d'entreprise que vous êtes quand vous créez votre boîte. Beaucoup d'accompagnement à l'ouverture du capital, ce qu'on appelle les levées de fonds, donc l'entrée d'investisseurs au capital, alors que ce soit de la love money, des business angels ou des fonds d'investissement. Tous les mouvements sur le capital, lorsque vous intéressez des salariés, typiquement lorsque vous émettez des BSPCE. Alors maintenant, on a des dossiers aussi qu'on voit venir avec les SAT ou équivalent, avec un aspect transfert de technologie. Et lorsqu'ensuite, lorsque vous vendez votre boîte ou lorsque vous en achetez une. Et une seconde typologie de dossier qui est un peu c'est aussi une réalité de nos jours, c'est tout ce qui est mésentente, séparation entre associés et dirigeants. Voilà. Donc d'une phase amiable à éventuellement une phase contentieuse. Le dossier du jour, c'est un dossier qui est d'actualité et qui le sera toujours pour les créateurs d'entreprises. C'est concrètement quels sont les paramètres à prendre en compte lorsque vous montez votre boîte. Moi, je rentre directement dans le vif du sujet. Statistiquement, enfin souvent, moi, ce que je vois, c'est que au départ, lorsque vous testez le produit, vous tâtez le terrain, l'auto-entreprise, qui n'est pas une forme juridique, je l'ai mis là parce qu'il fallait bien que je le mette quelque part,
c'est souvent une formule que vous aimez bien parce qu'elle est pratique. Donc, il n'y a pas de personnalité morale, hein, il n'y a pas de structure juridique, encore une fois. C'est au forfait, ça se fait rapidement en ligne et ça vous permet de voir si ça fonctionne ou pas. C'est ensuite, quand les choses vont bien et qu'elles se poursuivent comme vous l'entendez, que se pose véritablement la question de la création d'une structure sociale, donc une société qui a un être juridique, et la formule est correcte, en ce sens qu'elle a un patrimoine, elle a un actif et un passif, et elle a des associés. Alors, très brièvement, alors bon, si c'est une évidence, dites-le moi, mais il y a deux types de sociétés. Il y a il y a plusieurs façons de classer les sociétés, mais une façon qui est la plus évidente, c'est les sociétés à risque limité et les sociétés à risque illimité. Illimité, ça veut dire qu'en fait, les associés peuvent être exposés de par la forme sociale. C'est typiquement une société civile. Si demain, vous créez une SCI pour acheter avec votre famille, peu importe, ou avec des copains, et vous achetez un appartement, si la SCI ne rembourse pas son emprunt, de par sa forme sociale, la banque, elle peut aller chercher de l'argent chez les associés, voilà, risque illimité. Donc, c'est la raison pour laquelle, spontanément, les chefs d'entreprise utilisent les formes de société à risque limité. Alors, en gros, alors l'ASA, je vais la mettre un petit peu de côté parce que ce n'est pas celle qui vous concerne spontanément. C'est celle qu'on retient plutôt quand on s'intéresse voilà, au marché financier, aller en bourse, quoique il y a des exceptions. Mais vous, c'est plutôt la SARL et la SAS, étant précisé que depuis que la SAS existe, 1994, le nombre de SAS créés n'a cessé de croître, et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, 9 boîtes sur 10 sont des SAS. Quand moi je vois des SARL, souvent c'est pour les transformer, et pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, la SAS, on fait ce qu'on veut. Il y a très peu de choses dans la loi. Moi, j'aime bien utiliser la formule de Lego ou de Capla. Donc, la flexibilité est maximale en termes de gouvernance. Donc, les règles de majorité, on peut affiner à l'infini. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec la SARL, qu'on peut faire avec la SAS, et mettre des BSPCE. Typiquement, une levée de fonds, enfin, faire rentrer des investisseurs, vous ne le ferez jamais dans une SARL. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Les règles notamment les règles de majorité, sont figées. Donc, c'est plutôt la SAS vers laquelle vous vous orientez spontanément. Et alors, pour poursuivre ce développement, notamment sur le régime social. Alors, c'est vrai, moi, j'ai constaté que souvent, quand vous adressez à un expert comptable, spontanément, il va préférer la SARL. Il va la préférer pour deux raisons. La première, déjà, c'est parce qu'il la connaît mieux. Sans être, voilà, c'est juste un constat. Il la connaît mieux, et surtout, il y a moins à penser les règles de fonctionnement de la SARL, parce que tout est dans le code de commerce. Donc, en gros, on ne peut pas se tromper, par opposition à la SAS. Pour laquelle, si ce n'est pas écrit dans les statuts ou dans le pacte d'actionnaires, ça n'existe pas. Voilà, donc il faut éviter qu'il y ait des trous dans la raquette. La seconde raison pour laquelle l'expert comptable vous proposera une SARL, c'est parce que, mais il y a quand même un petit débat, et selon les personnes auxquelles on s'adresse, la réponse n'est pas toujours la même. Le régime social du dirigeant majoritaire, du géant majoritaire, qui relève de ce qu'on appelle les TNS, travailleurs non salariés, serait plus intéressant. Alors ça a des limites, et c'est pour aller jusqu'au bout du raisonnement, c'est pour ça que je passe d'une diapo à l'autre. Ça a des limites parce que, en fait, si vous êtes gérant majoritaire mais vous ne vous payez pas au début, ce qui est souvent le cas lorsque vous montez votre boîte, en fait, parce que vous utilisez vos économies et où le chômage, on parle tout à l'heure de cette situation-là, vous payez quand même un minimum d'au moins 1 000 € par an. Et moi, j'ai déjà rencontré des situations dans lesquelles les chefs d'entreprise, ça faisait 4 ans qu'ils ne se payaient pas, mais ils payaient quand même 1 000 € de charges sociales parce qu'ils étaient gérants majoritaires. Truc que vous n'avez pas, en fait, lorsque vous êtes président de SAS. Le régime social, c'est celui du régime général de la sécurité sociale. Donc, si vous êtes dans une situation dans laquelle,
Enfin, bon, moi, les gens que je vois au début, quand ils montent leur boîte, l'argent, c'est pour la boîte. C'est pas pour eux, ils ne se tirent pas de salaire. Bah, quand vous êtes président de SAS, donc il y a un président de SAS et des directeurs généraux. Bah, si vous vous payez zéro, bah, vous ne payez pas de charge sociale. Donc, c'est un petit peu à mettre dans la balance. Et moi, j'ai plutôt tendance à orienter, notamment pour cette raison-là et par la flexibilité qu'elle représente, les chefs d'entreprise vers ce régime juridique de la SAS. Lorsque vous basculez de l'auto-entreprise à la société, à la création d'une société en tant qu'être juridique, se pose, alors bon, souvent vous mettez votre mouchoir dessus, mais la question de l'apport de votre fonds de commerce. C'est-à-dire que vous avez un business qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais en tout cas, juridiquement et fiscalement, l'orthodoxie voudrait que vous l'apportiez, en fait, que vous le transfériez juridiquement, que vous transfériez votre clientèle, votre business à la société. Parce que sinon, ça peut s'analyser en un transfert occulte de fonds de commerce. Vous ne payez pas la plus-value et vous ne payez pas les droits d'enregistrement. Donc voilà, lorsque vous basculez de l'auto-entreprise à la création d'une société, doit se poser vraiment cette question de est-ce qu'on met notre mouchoir sur cette question du transfert de propriété du business ou est-ce que on va jusqu'au bout, étant précisé qu'en plus il y a des systèmes de report ou de sursis d'imposition, les droits d'enregistrement, vous pouvez en être exonéré si vous vous engagez à garder les titres de la société qui reçoit votre activité d'auto-entreprise. Donc bon, ça vaut peut-être pas le coup de trop l'oublier. Sur la forme juridique, la première question à laquelle moi je vous demande de répondre lorsque vous créez votre boîte, c'est qu'est-ce que vous allez lui apporter en fait. Donc quand vous regardez votre bilan, votre actif et le passif, à droite, il y a le capital, et le capital, c'est le reflet de ce que vous avez apporté à la boîte. Donc, en droit, c'est partout pareil, sur la planète Terre, je pense, il y a 3 formes d'apports. Il y a les apports en numéraire, c'est le cash, c'est facile. Je mets 1 euro, j'ai une action. Je mets 10 euros, j'ai une action. Ça dépend de la valeur nominale. Il y a les apports en nature. On peut tout apporter. En nature, c'est n'importe quel bien, matériel ou immatériel, corporel ou incorporel, un brevet, une marque, un savoir-faire, nom de domaine, voilà. Et là se pose la question de la valo. Combien ça coûte? Alors, est-ce qu'on passe par la case commissaire aux apports ou pas? Il y a des exemptions à la création. Au bout du bout, la réalité, c'est qu'au bout du bout, si les associés sont d'accord pour valoriser mon smartphone 1 000 euros et qu'en contrepartie, j'ai des actions, ça ne pose pas de difficulté. Si tout le monde signe en bas à droite. Mais il faut se poser la question et être en mesure de mettre un chiffre sur ces biens que vous allez apporter à la société et qui vont devenir la propriété de la société. Donc, vous allez avoir une création d'actions qu'on va vous donner et en contrepartie, ces biens-là, vous allez les retrouver à l'actif de la société. Et puis, il y a une troisième forme d'apport, je la mentionne parce que vous m'en parlez tout le temps, alors qu'en fait, la réalité, c'est que ça ne marche pas. C'est l'apport en industrie. Et moi, je vais vous en parler pour 2 raisons. D'une part, parce que ça ne marche pas. D'autre part, parce que souvent, vous comprenez mal ce que ça veut dire. Vous me parlez souvent d'apport en industrie en faisant référence au passé. En me disant, mais regardez, on est 3 associés, moi j'ai commencé avant, donc j'ai envie qu'on rémunère mon industrie, j'ai envie qu'on rémunère mon surtravail ou ma survaleur, ou le fait que j'ai fait plus et que donc j'ai plus droit à la boîte. Non. Ça va se gérer en valorisant la société. Si effectivement vous voulez créer un décalage, c'est-à-dire que moi je mets 10 euros, mais j'ai moins du capital que vous qui mettez 10 euros, parce que vous considérez que vous avez plus travaillé et que moi j'accepte aussi, ou que vous êtes plus inventeur ou plus à l'origine du projet, on va le créer en valorisant la société sous forme de prime d'émission. Non, l'industrie, lorsqu'on en parle en droit des sociétés, c'est à l'avenir. C'est l'idée selon laquelle, comme pour le numéraire, comme pour le cash et comme pour l'apport en nature, c'est l'idée selon laquelle vous devenez associé et en contrepartie, vous vous engagez à travailler pour la société. On rémunère votre travail à l'avenir en vous donnant des actions.
Ça serait une sorte d'alternative à un contrat de travail ou un mandat social, on en parlera. La raison pour laquelle on ne le voit pas, moi en 20 ans je l'ai vu une fois et encore ça avait été supprimé, c'est que c'est très compliqué à contractualiser et surtout on ne sait pas bien le déboucler. Qu'est-ce qui se passe si demain votre industrie elle n'est pas au top? En gros, vous ne travaillez pas très bien, vous ne travaillez plus. On fait quoi? On reprend vos actions? Si oui, lesquelles? Enfin, dans quelle proportion? Donc tout ça mis bout à bout, et c'est peut-être une défaite de la pensée, ça fait que on en revient à des choses qu'on maîtrise mieux, quoi. De l'argent, oui, 1 euro, c'est 1 euro, voilà. Et des apports en nature, bon, faut les valoriser. Mais apports en industrie, pour devenir associé, la réalité, j'ai envie de dire statistique, c'est qu'on ne le voit pas. Donc l'industrie, c'est pour l'avenir, mais ça ne marche pas. La conclusion un peu rapide, c'est que ça marche pas. La deuxième question que moi je vous pose lorsque vous montez votre boîte, c'est qui va travailler? Alors souvent il y a pas une confusion qui est faite, mais si, une confusion qui est faite en se disant ouais, je suis associé, j'ai travaillé dans la boîte. Moi je peux être associé de votre société et jamais y mettre les pieds. Je peux être associé de L'Oréal, je peux être associé de n'importe quelle société et je suis juste actionnaire. C'est une casquette juridique. Je suis actionnaire, je suis associé, je reçois des dividendes s'il y a des dividendes, je participe aux assemblées générales. Si demain la boîte est vendue, je vends mes actions, je toucherai un prix de vente. Mais ça ne veut pas forcément dire que je travaille dans la société. C'est la raison pour laquelle il faut se poser la question de à quel titre vous travaillez dans la société. Quelle est votre casquette juridique opérationnelle? Plutôt qu'éviter, c'est mon quatrième point, éviter cette situation que moi je n'aime pas du non-droit, de l'associé qui travaille, mais en fait, c'est pas parce qu'il est associé qu'il doit travailler dans la société. Donc, les formules juridiques, on les connaît, hein, il y en a 3. C'est soit vous êtes dirigeant de la boîte, c'est ce qu'on appelle un mandat social. Alors, pour une SARL, on appelle un gérant. Il peut y avoir autant de gérants que vous voulez. Dans une SS, il y a un président, un seul président, et autant de directeurs généraux que vous voulez, étant précisé d'ores et déjà que les pouvoirs entre le président et les DG peuvent être identiques. Si les statuts sont rédigés de cette manière-là. Et là, ça fait écho à mon commentaire d'il y a une minute, selon lequel, dans la SAS, il faut tout prévoir. Si vous ne prévoyez pas, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Et il peut y avoir des loupés. Mais vous pouvez, et c'est très souvent le cas, prévoir que le DG a les mêmes pouvoirs de représentation de la société vis-à-vis des tiers, qu'on appelle l'ordre externe, être sur le cabis et avoir le même pouvoir d'engagement que le président, et le même pouvoir de direction dans l'ordre interne, c'est-à-dire au sein de la société. Ça pose pas de difficulté. Je dis ça parce que souvent, ça vient de la terminologie. Psychologiquement, on a l'impression que le président, il est plus fort, il a plus de pouvoir que le ou les directeurs généraux, alors que ça peut être faux. Si c'est ce que vous souhaitez, le président et les DG peuvent avoir les mêmes pouvoirs et souvent, c'est juste affaire d'ego. Et cette question, elle peut être réglée très facilement par un bout de papier, une assemblée générale de 2 lignes où vous alternez présidence, DG, étant précisé que de toute façon, dans la vraie vie, vous ne mettez jamais dans votre bloc de signature d'email ou sur vos cartes de visite, président ou DG, c'est assez rare. Maintenant, vous mettez plus directeur associé ou CEO, CTO. Donc voilà. Mais bon, là, on est là aussi on est là pour faire du droit. La deuxième casquette juridique, c'est le contrat de travail. Donc ça, c'est le domaine de Camla. Donc, le contrat de travail, vous le connaissez, hein, il y a forcément une rémunération, alors que pour le mandataire social, ce n'est pas le cas. Donc, il y a un bulletin de paye, il faut un lien de subordination. Camla abordera la question. La troisième façon de travailler que vous pouvez retenir aussi, qui ne doit pas non plus trop durer, pour éviter de se retrouver dans une situation de requalification au contrat de travail, c'est en gros, vous êtes prestataire, quoi, vous êtes freelance. C'est-à-dire que vous êtes associé, vous facturez la boîte. Bon, la question de la requalification d'un contrat de prestation de service en contrat de travail, on en parle beaucoup. La réalité, c'est que ça n'arrive pas tous les jours non plus.
Mais il ne s'agit pas que pendant 10 ans, votre seul client, ce soit la société, que tous les mois, vous facturiez la même chose, que vous ayez une adresse email de la société, que vous receviez des instructions de la société. Là, effectivement, on peut se trouver dans une situation dans laquelle, en fait, non, ce n'est pas un contrat de prestat, quoi. Ce n'est pas un truc de freelance, c'est un contrat de travail. Donc, voilà, on peut passer par cette case à un moment donné. Et puis, à un moment, il faudra aussi régulariser, quoi. Moi, ce que j'aime bien faire, à tout le moins, quand vous êtes dans une situation, encore une fois, assez fréquente, me semble-t-il, de création d'entreprise sans être rémunéré, c'est de vous mettre tous mandataires sociaux. Au moins, voilà, moi, j'ai coché la case casquette juridique opérationnelle. Je sais pourquoi, et vous savez pourquoi vous intervenez au nom et pour le compte de la société. Parce qu'encore une fois, si vous êtes qu'associé, vous avez aucun pouvoir d'engagement de la société. Hein. Vous ne pouvez pas signer un bon de commande. Voilà, vous êtes associé. C'est différent. Je regarde juste s'il y a des questions sur le chat. J'ai vu des bonjours. Non, c'est que des bonjours. Non, pas de questions. Alors, donc oui, j'ai déjà évoqué la question. Je pars sur la SAS, puisque la SARL, finalement, il y a assez peu de choses sur lesquelles on peut exprimer notre volonté. Voilà, la SAS, on fait ce qu'on veut. Là, encore aujourd'hui, je suis dans le cadre d'une levée de fonds, donc d'ouverture du capital de la société. Et ce qu'on est en train de construire, c'est deux règles de majorité en assemblée générale. Donc une règle par défaut, voilà, où on va dire c'est 62,7%, on fait ce qu'on veut, et une règle spécifique avec une majorité plus élevée pour la révocation du dirigeant. De sorte que pour révoquer le dirigeant, il faudra que les associés fassent un petit peu de lobbying pour obtenir une majorité plus élevée. Donc c'est une façon de protéger davantage le dirigeant. Voilà, c'est possible. Après, on peut retenir, il n'y a pas ce concept, on peut le faire, mais il n'y a pas a priori ce concept que vous avez dans les SA et les SARL d'ordinaire et d'extraordinaire, d'approbation des comptes et de modification des statuts. On peut retenir également cette formule-là, mais on peut aussi dire il y a ça qu'on considère super important, et puis il y a ça qu'on considère un peu moins important. Pour le premier, on met une majorité plus élevée, et pour le second, une majorité moins élevée. La gouvernance, c'est aussi la possibilité de créer des organes qu'on appelle comme on veut, board, souvent vous l'appelez board, comité de surveillance, comité de pilotage, comité stratégique. Les noms, on s'en moque. Je dis ça parce que trop souvent, je vois des chefs d'entreprise qui s'arrêtent à l'intitulé. Et l'intitulé, en fait, on s'en moque. On peut appeler ça le comité des sages. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Est-ce que c'est un organe de contrôle, un organe pour lequel vous devrez obtenir son accord ou à tout le moins l'informer avant que vous dirigeant, vous puissiez prendre telle et telle décision, ou est-ce que c'est un organe qui est ce qui arrive aussi, moi, je vois souvent ça dans les boîtes et chez les startups aussi, un organe consultatif où on s'engage à aborder des sujets, mais sans prise de décision ou sans autorisation préalable. Étant précisé d'ailleurs que ça peut être deux organes distincts, avec des noms distincts, mais ça peut être le même, mais avec deux blocs. Voilà, ça peut être un comité stratégique qui a une fonction d'organe de contrôle ou un comité stratégique qui a une fonction purement consultative. Ça c'est quelque chose, alors je vous le mentionne parce que ça existe et parce qu'à la création, vous pouvez aussi d'ores et déjà être dans une logique au sein de laquelle vous avez des investisseurs, en fait. On n'est pas là pour parler de levée de fonds, mais
il n'est pas rare qu'à la création, il y ait d'ores et déjà des gens qui soient déjà dans une logique de… soit c'est de la love money, c'est des parents, mais de la vraie love money, en ce sens qu'ils s'en moquent. Et s'ils s'en moquent vraiment, ils ne vont pas vous demander un droit de regard en tant qu'actionnaire sur les décisions de gestion que vous allez prendre. Soit alors, sont des gens, comment dire, pas plus sophistiqués, mais plus exigeants tout simplement. Et on peut d'ores et déjà, à la création, se trouver dans une situation dans laquelle ces investisseurs de la première heure vous disent, moi je veux bien mettre de l'argent, mais j'aimerais bien quand même faire partie d'un organe de contrôle et que certaines décisions, tu me sollicites, quoi. Tu me sollicites ou tu m'informes. Alors, pour que les choses soient claires, en fait, on fait une liste. Hein. C'est l'embauche d'un salarié dont le salaire annuel brut est supérieur ou égal à X. C'est une dépense d'investissement dont le montant unitaire est supérieur ou égal à Y. C'est un crédit, c'est, j'en sais rien moi, dépense, enfin je sais pas, un emprunt, un emprunt bancaire. Et on fait une liste de décisions de gestion, de décisions de dirigeants que sans cet organe vous auriez pu prendre spontanément, mais qui, avec la mise en place de cet organe contractuel, vous oblige à solliciter son accord ou encore une fois l'informer. Levée de fonds uniquement sur les SAS, enfin, il n'y a aucun obstacle technique à faire une augmentation de capital au sein d'une SARL. Je veux dire, ça, on le fait. C'est juste que comme la SARL elle est plutôt pas flexible, relève plutôt de l'archaïsme, de fait, ça ne se fait pas en fait. On ne le fait pas. Et quand on voit une SARL, on l'a, surtout dans un contexte comme celui-ci, où on commence à avoir un capital social élaboré, ce qu'on appelle une table de capitalisation élaborée. Typiquement, si on a des gens qui sont dans une logique d'investissement, on transforme la SARL en SAS et c'est très facile. L'autre avantage que j'ai déjà mentionné, des BSPCE, des stock options, des actions gratuites, ça, c'est pas possible dans les SARL. Et ça, c'est des outils, typiquement les BSPCE, c'est des outils que vous utilisez énormément. De plus en plus, les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, notamment dans une logique maintenant RH, dans une logique de recrutement. Et d'ailleurs, si ce n'est pas vous qui le mettez sur la table, je peux vous dire que c'est les salariés qui le mettent sur la table et même les petits jeunes qui sortent des universités ou des écoles d'ingé ou des écoles de commerce, ils connaissent très bien le truc et ils savent très bien que c'est une façon pour eux et pour vous de combler ce que vous ne pouvez pas leur payer en fixe, mais en leur faisant partager le projet entrepreneurial. Pour ceux qui ne le savent pas, les BSPC, en gros, c'est comme des stock options. L'idée, c'est que je vous donne un truc à $1 donné à ce moment-là. Je vous le donne, c'est gratuit. Je vous le donne, c'est gratuit. Avec un prix d'exercice qui correspond à la valeur de la boîte au moment où je vous le donne. Et l'idée est que si demain, vous êtes présent, certaines conditions sont satisfaites, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez la possibilité d'acquérir, en payant le prix de l'époque, une action. Donc voilà, donc si je vous donne un truc, vous pouvez l'exercer à 5. Si demain la boîte elle vaut 10, vous pouvez acheter un truc qui vaut 10 à 5. Voilà, donc c'est un peu stock option, c'est un peu les stock options des jeunes, jeunes étant moins de 15 ans. Il faut que la société elle est moins de 15 ans. Est-ce que le capital social peut être constitué uniquement d'apports en nature? Oui, ça pose pas de problème. La réalité, c'est que ça arrive quasiment jamais parce qu'en fait, faut bien mettre un peu de l'essence, quoi. Faut bien mettre un peu de cash dans la boîte. Vous me direz, vous pouvez le mettre en compte courant. Hein. Compte courant, c'est un associé qui prête à la société. Souvent, la logique dans laquelle vous êtes, c'est vous montez votre boîte et globalement, vous vous dites, bon, voilà, j'ai 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros et consciemment ou inconsciemment, vous vous dites, je suis prêt à les perdre. Donc, foutu pour foutu, perdu pour perdu, vous les mettez en capital.
Voilà, et vous les récupérerez ou pas si vous vendez la boîte, si un jour il y a la trésorerie. Et finalement, ce débat compte courant versus capital, il est un peu… on l'évince assez vite parce que vous dites compte courant, je vais pouvoir le récupérer, mais en fait, non, vous allez aller dans le projet. Et puis, voilà, le jour où vous aurez épuisé ce que vous considérez nécessaire, enfin, pas nécessaire, mais vous dites, bah, je suis au taquet, quoi, j'ai mis tout ce que j'ai mis, bah, voilà, c'est réglé. Donc, finalement, ça arrive assez peu, mais il n'y a pas d'obstacle technique à ce que ça soit qu'en nature. L'autre élément auquel je pense, c'est que de toute façon, alors après ça, on peut le gérer avec des comptes courants bloqués, mais quand vous allez chercher des financements, alors moi, je m'en occupe pas, mais je le vois, ils vous demandent un certain niveau de fonds propres. S'il n'y a que des apports en nature, il n'y a pas de fonds propres, en fait. Mais bon, ça peut se gérer avec des comptes courants d'associés bloqués, voilà, en disant bah, je bloque pendant 3 ans l'argent, donc c'est comme des quasi fonds propres. Alors, ensuite. Alors, le régime fiscal, je vais vous la faire simple. En gros, c'est à peu près pareil pour tout le monde, dans les SARL et les SAS. En gros, ouais. En gros, c'est comme si vous étiez salarié. Fiscalement, c'est comme si vous étiez salarié. D'ailleurs, souvent, il y a une incompréhension. Moi, j'ai un client, je sais pas, il bloque là-dessus. Ils sont tous, en fait, présidents de SAS. Et ils parlent tous de salaire, et ils disent tous qu'ils sont salariés. Ce qui, juridiquement, est faux. C'est faux. C'est pas parce qu'ils ont une fiche de paye, comme un salarié l'aurait, qu'ils sont salariés au sens juridique du terme. Ils ne bénéficient pas de droit du travail. Ils ont une fiche de paye qui a à peu près la même tête, sauf qu'ils ne cotisent pas au chômage, Kamala en reparlera, Oui. mais ils sont mandataires sociaux. C'est-à-dire que ce sont les règles de droit des sociétés qui s'appliquent à eux, les règles des statuts, et pas les règles de droit du travail. Là, on parle juste de fiscalité. Quand vous faites votre… on va bientôt commencer à le faire, là, la déclaration d'impôt, ce qu'on appelle la 2042, eh ben, c'est dans la case traitement et salaire. Voilà. Mais ce ne sont pas des salariés au sens juridique du terme. Ça, c'est important. Ce sont des mandataires sociaux. Le point, juste pour compléter ce que tu viens de dire, Emmanuel, parce que je pense que c'est intéressant. Effectivement, souvent, les présidents de SAS ont un bulletin de salaire, notamment quand ils ont une rémunération, parce que, d'un point de vue de la protection sociale, ils sont assimilés salariés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ils cotisent de la même manière que les salariés sur les cotisations assurance maladie, maternité, invalidité, retraite, pour la plupart, hein, pour tous, c'est la même chose. Le vrai point, la vraie différence, c'est effectivement qu'ils ne cotisent pas nécessairement, mais je l'expliquerai plus loin, au chômage. Et c'est là où on voit la différence entre un bulletin de salaire, entre guillemets, salarié et uniquement mandataire. Ensuite, le régime social, bah, on l'a déjà évoqué. Alors là, bah, en gros, il y a deux éléments. Et là, pour le coup, c'est cette différence que j'évoquais tout à l'heure, c'était le moment d'en parler, mais entre la SAS et la SARL, où la SAS, les dirigeants relèvent du régime général de la sécurité sociale, comme les salariés, et c'est ce que vient de dire Kamla, en fait, comme les salariés. Le gérant minoritaire de la SARL, pareil, comme les salariés. En revanche, le majoritaire, et voilà, c'était mon propos à propos des experts comptables et pourquoi ils préfèrent la SARL. Là, en revanche, c'est le régime des libéraux. C'est le régime qu'on appelle, nous, TNS, travailleurs non salariés. Et donc, ce que je comprends encore, mais qui est de temps en temps démenti par des gens qui font de la paye, c'est que ce régime de gérant majoritaire, du point de vue
des URSSAF, du régime social, serait plus intéressant que celui du régime général de la sécurité sociale. Abstraction faite de mon propos tout à l'heure quand même, et moi je l'ai vécu parce qu'il y a un moment donné, je suis parti 1 an à New York et j'étais encore affilié en tant que libéral, et j'ai payé un minimum tous les ans alors que je n'avais pas de revenus français. Voilà, donc à mesurer aussi, voilà, mettre tous ces paramètres. Il y a cet élément-là, mais il y a aussi l'avantage de la SAS en ce qu'elle représente en termes de flexibilité, d'évolution du capital. Après, transformer une SARL en SAS, ça ne pose pas de difficulté, mais il y a des coûts aussi. Donc, clairement, vous aurez compris que j'ai une préférence pour la SAS. Voilà. Et ben, Kamla, c'est plus pour toi, là, peut-être. Ouais, bah oui, voilà. On va arriver à la question, effectivement, importante qui se pose très vite quand vous êtes sur votre projet de création d'entreprise. Et puis, bah, la place que vous avez envie d'avoir au niveau de celle-ci. Alors, effectivement, Manuel a pu parler des aspects droit des sociétés. Et moi, je vais plus vous parler de l'aspect contrat de travail et cumul éventuellement avec un mandat social. Très rapidement, quand on crée son entreprise, le vrai point, c'est qu'on se lance dans une entreprise où on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas, on prend un risque, hein, c'est propre d'une entreprise commerciale. On peut être tenté très rapidement de se dire, bon, bah, j'ai pas en étant uniquement mandataire social, je n'ai pas la protection attachée au droit du travail et surtout, éventuellement, si j'ai une perte d'emploi, droit aux allocations chômage s'il m'arrivait quelque chose. Donc, très rapidement, la question éventuelle d'un cumul entre un mandat social, un mandat de président, par exemple, de SAS ou de directeur général, est-ce que je vais pouvoir cumuler ça avec un contrat de travail? Alors, les règles sont assez limitatives pour une raison évidente, c'est que la nature même du contrat de travail suppose que on exerce un métier, enfin des fonctions techniques, des fonctions techniques, moyennant une rémunération, et surtout, on l'exerce dans le cadre d'un lien de subordination. Et c'est vraiment ce point-là qui a une importance fondamentale, parce que le lien de subordination, c'est ce qui caractérise le contrat de travail, puisque la personne va devoir, le salarié va devoir référer de son activité et pouvoir être contrôlé par quelqu'un qui lui donne des directives, des instructions, et qui sera en mesure, si ces directives, ces instructions ne sont pas respectées, de le sanctionner. Donc, c'est le propre même du contrat de travail, c'est de dire, bon, j'ai quelqu'un au-dessus de moi qui peut me sanctionner, qui peut me contrôler, contrôler mes horaires, contrôler ce que je fais. Donc, je sais que je peux être sanctionné. Donc, dans le cadre d'un président de SAS, où finalement, il y a des pouvoirs très, très étendus, l'existence d'un contrat de travail va être très difficile à démontrer, parce que justement, ce qui va manquer, ce qui va pêcher, ça va être souvent le lien de subordination, puisque finalement, personne, alors, sauf si dans les statuts, éventuellement, on a un directeur général avec des pouvoirs très étendus, personne ne va pouvoir sanctionner ou va pouvoir contrôler son activité. Par contre, dans des schémas où on a des associés, par exemple, qui ont un mandat de directeur généraux, mais qui ont des fonctions techniques distinctes. Alors, les fonctions techniques distinctes, c'est intéressant, parce que c'est vrai que là, à l'écran, vous devez voir que une situation de cumul mandat social et contrat de travail soit valable, il y a des conditions cumulatives qui sont essentielles. Alors, l'exercice de fonctions techniques distinctes, c'est l'idée selon laquelle, dans le cadre du contrat de travail, je fais autre chose que la gestion de la société. J'interviens sur des connaissances, ça suppose des connaissances particulières dans un domaine précis qui ne s'interfère pas avec tout ce que suppose la gestion d'une entreprise en tant que mandataire social. Donc, par exemple, ça peut être des fonctions d'ingénieur
informatique ou des fonctions de directeur de recherche et développement ou des fonctions de direction des ressources humaines qui supposent là un métier, enfin, des fonctions distinctes du mandat social de président de gestion de la boîte que je vais faire. Donc ça, c'est l'une des premières conditions qui est fondamentale, c'est de bien distinguer qu'est-ce que je vais faire dans le cadre du contrat de travail. J'ai bien des fonctions distinctes de ce que je fais dans le cadre de mon mandat social. La deuxième condition, c'est une condition de rémunération. Alors, la rémunération, elle doit être distincte. Si le mandat social, notamment, fait l'objet d'une rémunération, ce qui n'est pas obligatoire. Le mandat social peut être gratuit. Par contre, le contrat de travail ne peut pas être gratuit. C'est-à-dire que j'exerce des fonctions moyennant une rémunération, qui aura nécessairement au moins une rémunération qui peut être uniquement sur le contrat de travail, bien sûr, si le mandat est gratuit, mais je peux aussi avoir deux rémunérations distinctes, bien identifiées au titre du mandat social, qui là est inscrit dans un PV, généralement, le président, enfin, par exemple, avec telle rémunération, et là, une autre rémunération au titre des fonctions que j'exerce en qualité d'ingénieur informatique, par exemple, ou de directeur recherche et développement. Mon propos, donc la rémunération unique n'exclut pas en soi le cumul, notamment quand le mandat social, vous l'aurez compris, est gratuit et ne prévoit pas de rémunération. Troisième condition, on a un petit peu déjà parlé, mais qui est vraiment fondamentale, et c'est ce qui est le plus difficile à démontrer au démarrage d'une entreprise, parce que très souvent, on est au démarrage, le mandat social, notamment quand quelqu'un président, va absorber quasiment l'existence de fonctions techniques distinctes. Plus la taille de l'entreprise est petite, plus ça va être difficile de démontrer qu'on a des fonctions distinctes techniquement dans la société pour justifier le contrat de travail. Et quand on a qu'un seul président qui explique qu'il y a un contrat de travail par ailleurs d'ingénieur informatique ou autre, à qui en réfère-t-il? Qui est-ce qui contrôle dans le cadre de ce contrat de travail c'est l'exercice de ces fonctions? Là, souvent, il n'y aura personne et donc il faut exclure dans ce cas-là l'existence d'un contrat de travail et la possibilité d'un cumul. Enfin, la quatrième condition, mais qui est en lien avec les trois autres, c'est l'absence de fraude. L'idée étant qu'il ne faut pas créer un contrat de travail pour que ça fasse obstacle au principe de libre révocabilité éventuellement d'un mandataire social ou faire un contrat de travail pour permettre à un mandataire social de bénéficier de manière injustifiée de toute la réglementation sur le droit du travail et de l'assurance chômage. Voilà, c'est un principe général, mais l'absence de fraude. Voilà, merci. Les enjeux, alors voilà, pourquoi on parle de tout ça? Souvent, la question de cumuler les deux a une importance forte pour les créateurs d'entreprises et les mandataires sociaux, parce que quand on peut cumuler, on bénéficie du régime d'assurance chômage du Pôle emploi au titre du contrat de travail uniquement, pas au titre du mandat social, bien sûr, mais au titre du contrat de travail, c'est-à-dire que si le contrat de travail venait à être rompu, eh bien, le mandataire social pourrait aller au régime d'assurance chômage pour se faire indemniser sur ce qu'il a cotisé au titre de son contrat de travail. Donc, ça peut être vraiment très sécurisant pour un lancement d'entreprise, de se dire, ok, je prends un risque, mais si ça ne fonctionne pas, si mon contrat de travail est rompu, je peux avoir le droit à l'assurance chômage. Donc, ça, c'est l'un des enjeux qui est fondamental et c'est l'une des questions qui se posent très, très vite quand on a un projet de lancer une entreprise. Et deuxième aspect, c'est effectivement tout ce qui est l'application du droit du travail au contrat de travail. Alors, c'est pas mince parce que toute l'application du droit du travail, c'est assez dense, mais c'est toutes les problématiques, par exemple, de durée du travail, de pénibilité supplémentaire, de protection contre le licenciement ou la rupture du contrat de travail, puisqu'il faut nécessairement suivre une procédure, notamment si on est licencié, et surtout avoir une cause réalisée, un motif pour pouvoir se séparer de la personne
sachant que quand on est dans une situation de cumul mandat social contrat de travail, si on veut se séparer d'un salarié, on ne peut pas invoquer des manquements au titre du mandat social et inversement. Donc, quand on est dans des situations de cumul, si on veut rompre le contrat de travail, on peut le rompre que pour des motifs de non-respect des règles ou instructions ou manquements dans le cadre du contrat de travail. Donc, c'est assez protecteur pour le salarié et donc mandataire social qui du coup, se lance dans l'entreprise avec un filet de protection, et c'est quand même aujourd'hui ce qui est recherché dans la plupart des cas. Alors, moi, ce que je recommande de faire aujourd'hui, ce n'est pas toujours fait, parce qu'il peut arriver que des mandataires sociaux, par ailleurs, alors parce qu'ils ont reçu des conseils de leur expert comptable ou autres, mais se disent, bon, bah, je suis mandataire, mais je vais aussi à côté rédiger un contrat de travail sans rien demander à personne, et puis bah, le jour J, s'il y a une difficulté, éventuellement, je referai survivre de ce contrat de travail en disant, bah, j'irai chez Pôle emploi parce que bah, j'avais un contrat de travail et je peux bénéficier éventuellement des droits à allocation chômage. Alors, il faut vraiment se méfier des situations comme celle-ci parce que bah, au moment où vous allez aller chez Pôle emploi, bah, ils vont éventuellement vérifier si vous étiez en situation de cumul entre guillemets autorisé, mandat social et contrat de travail. Donc, l'intérêt, c'est de le faire en amont. Tout ça. Il ne faut pas attendre que le risque éventuellement se réalise, mais faire en amont. Donc, dès lors qu'il y a un mandat et un contrat de travail, et ben, on va faire une procédure qui s'appelle une interrogation Pôle emploi. L'intérêt, c'est que c'est une forme de questionnaire dans le cadre duquel on vous demande quelle est votre position au niveau de la société, de votre mandat, est-ce que vous êtes au départ, vos actions, quel est votre mandat, et puis toute une partie sur le contrat de travail, de quelles fonctions vous exercez, décrivez-les, auprès de qui vous devez en référer, sous quelle forme, est-ce que c'est des entretiens réguliers, des points d'étape, s'assurer des critères du salariat avec le don de subordination, des critères sur la rémunération, quelle rémunération. Donc, vous avez ce questionnaire, vous le remplissez, puis vous l'envoyez à Pôle emploi avec un ensemble de pièces. Très souvent, ça va être les statuts de la société, les PDG, le bulletin de paye, votre contrat de travail. Vous envoyez tout ça, et puis Pôle emploi, sur la base de ça, va procéder à une étude de votre dossier pour vérifier si éventuellement les règles de cumul sont remplies et si vous pouvez effectivement être admis à cotiser au régime d'assurance chômage. Donc, ils vous renvoient un courrier dans lequel ils vous disent leur avis, oui, vous pouvez cotiser l'assurance chômage. En regard des pièces en notre possession, ce n'est pas possible. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas à cotiser au régime d'assurance chômage. Et l'intérêt, bien sûr, de cette interrogation Pôle emploi à faire en amont, c'est que la décision qui va être rendue, c'est nécessairement une décision qui est rendue. Il n'y a pas de silence de l'administration, c'est aussi ça l'intérêt. Une fois que vous envoyez le dossier, vous aurez une réponse, avec un oui ou un non, mais une réponse. Et l'intérêt, c'est que cette réponse sera opposable à Pôle emploi, à l'URSSAF et à l'employeur. Donc, vraiment, si l'URSSAF, dans le cas d'un contrôle, vient et estime, par exemple, ou souhaite requalifier la relation de cumul mandat social et contrat de travail, vous pouvez ressortir cette décision qui laisse apparaître que vous étiez autorisé, que le cumul était valable. De la même manière au niveau de l'employeur, donc là de la société, souvent dans le cas d'un contrat de travail, c'est la société qui emploie le salarié qui est également mandataire. Et auprès de Pôle emploi, bien évidemment, si le contrat de travail venait à être rompu et vous allez vous inscrire à Pôle emploi pour bénéficier de l'assurance chômage. Donc, vraiment, interrogation Pôle emploi, quand on se pose la question d'un cumul préalable, c'est essentiel. Si le cumul n'est pas possible, parce que vous l'avez vu, c'est ce que je viens de vous dire, plus la taille de l'entreprise va être, petite, plus les critères vont être compliqués à réunir pour justifier le mandat social avec le contrat de travail. Donc, quand le cumul n'est pas possible, il y a plusieurs options qui peuvent être envisagées.
Et ça dépend souvent de la manière dont les choses se sont faites. Est-ce que j'ai d'abord été salarié, puis je suis devenue mandataire social? Est-ce que j'étais d'abord mandataire social et j'ai envisagé ensuite un contrat de travail? Par exemple, dans le premier cas de figure, quand on avait un contrat de travail, on a commencé dans une entreprise comme ça, donc on pouvait être associé, mais on n'avait pas de mandat, par exemple, mais on avait un contrat de travail. Et puis, on envisage, un an après le démarrage du contrat, 6 mois, on envisage de passer la personne mandataire, qu'elle soit mandataire social. Et si les critères du cumul ne sont pas remplis, on peut envisager, dans le cadre du procès verbal de l'Assemblée générale qui va acter du mandat social, de suspendre pendant la durée du mandat social le contrat de travail du salarié. Donc ça, on l'a très clairement. Donc l'intérêt de la suspension, c'est qu'on n'y met pas fin définitivement, on ne prend pas le contrat de travail. Et très souvent, on va suspendre le contrat de travail à la durée du mandat, de sorte que si le mandat prend fin, eh bien, automatiquement, le contrat de travail ne sera plus suspendu et il sera réactivé et il reprendra son plein effet. Donc, le salarié devra exercer les fonctions pour lesquelles il était employé en qualité de salarié. Il rebénéficiera de sa rémunération et toutes les obligations du droit du travail s'appliqueront. Donc ça peut être très intéressant. Sur la suspension du contrat de travail, ce qu'il faut bien prévoir, c'est la question de l'ancienneté. Très souvent, par principe d'ailleurs, quand on suspend un contrat de travail, dans ces cas de figure, l'ancienneté ne continue pas à être active. Donc, le salarié, s'il est mandataire social pendant 3-4 ans, ce sera 3-4 ans de moins dans son ancienneté au titre de ses droits en tant que salarié. On peut aussi prévoir, là on est vraiment très libre, quand on prévoit la suspension du contrat de travail, prévoir que l'ancienneté, par contre, continuera à être acquise pendant toute la durée du mandat social et pendant toute la durée de la suspension. Ça peut être quelque chose de tout à fait négociable, c'est à voir, sachant que si on prévoit que l'ancienneté continue à être acquise pendant la période de suspension du contrat de travail, si le mandat social durait 5 ans, bien le salarié, quand le contrat sera réactivé, il aura 5 ans d'ancienneté avec tous les droits qui en découlent en termes de durée de préavis, en termes d'indemnité de licenciement, si on doit se séparer de lui, etc. Donc, c'est à prendre en compte au moment de l'entraînement de la désignation comme mandataire social. Quand le cumul n'est pas possible, on peut aussi envisager la rupture du contrat de travail purement et simplement. Donc là, ça va être OK, je ne peux pas être dans un cas de cumul. Donc, on va mettre fin à ton contrat de travail et tu deviendras mandataire social. Donc, la rupture du contrat de travail, c'est les règles de rupture classiques. Donc, soit dans le cadre, alors généralement, ça sera dans le cadre d'une rupture conventionnelle où les deux parties, employeurs et salariés, sont d'accord pour rompre le contrat. Ça impliquera le versement d'une indemnité spécifique de rupture dont le montant est au moins égal à l'indemnité de licenciement, sachant que s'il n'y a pas d'accord collectif plus favorable, c'est un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. Donc, la rupture du contrat, on met fin au contrat, puis on commence un mandat social, et puis là, il n'y aura plus que le mandat social d'envisager. On peut également envisager la novation du contrat. Donc là, c'est l'idée selon laquelle j'étais salarié et puis mon mandat, on se rend compte, quand je vais être nommé en président, par exemple, mon mandat va absorber finalement les fonctions que j'exerçais dans le cadre du contrat de travail. J'étais impliquée dans la gestion d'entreprise, dans des aspects commerciaux, dans des aspects de représentation. Donc là, on va faire une novation du contrat de travail. Ça se présente comment? Ça va être une sorte de protocole d'accord entre le salarié et puis le futur mandataire, en expliquant que suite à la nomination de qualité du président, eh bien, les fonctions qui sont exercées dans le cadre du contrat de travail vont être absorbées par le mandat social. Et donc, ça prendra une nouvelle forme. L'intérêt de la novation, c'est que là, il n'y a pas de rupture en tant que telle du contrat de travail. C'est qu'on transforme la forme juridique du contrat de travail en mandat social. Et donc, puisqu'il n'y a pas de rupture du contrat de travail, il n'y a pas de
procédure liée à la rupture du contrat en termes de licenciement, de rupture conventionnelle, et il n'y a pas d'indemnité à verser dans le cadre de la fin du contrat de travail. Si le cumul n'est pas possible non plus, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, l'un des enjeux très très vite, c'est de se dire, bon, si j'ai un contrat et que ça ne se passe pas bien, je vais pouvoir prétendre à une indemnisation, éventuellement d'assurance chômage, s'il y avait un problème. Donc, quand le cumul n'est pas possible, il faut bien avoir en tête que le mandataire social peut également souscrire, alors c'est la société qui peut prendre en charge les cotisations, mais à des assurances privées. Il en existe plusieurs. Alors, j'en ai mis quelques-unes entre parenthèses, la GSC, la BPI, la PIL, enfin voilà, plusieurs assurances privées qui ont pour but de garantir éventuellement le mandataire social de la fin de son mandat, une convocation pure et simple de son mandat, et s'il se retrouvait sans activité, qu'il puisse avoir un filet de sécurité avec ces assurances chômage qui soient privées. Le coût, il y a une évaluation à faire entre le coût d'une assurance privée et puis le coût éventuellement d'un contrat de travail avec droit au Pôle emploi et toutes les cotisations que ça implique. Parfois, ça peut être aussi intéressant de passer par des assurances chômage privées, donc il ne faut pas hésiter éventuellement à se poser la question pour que le mandataire social puisse avoir quand même un filet de sécurité dans le cadre de l'exercice de celui-ci. Et comme je vous l'ai dit, voilà, les cotisations peuvent être prises en charge par la société, donc là c'est aussi à envisager, à réfléchir, sachant que si c'est pris en charge par la société, ce sera soumis à charge sociale, donc il y aura un coût un peu plus élevé pour la société, parce que les charges sociales, le coût représente les charges sociales patronales et salariales. Patronales, c'est-à-dire la société, ça va être de l'ordre de 30 et 40, 40% de charges sociales patronales, et charges salariales, ça dépend aussi, on va dire environ 25% de charges. Voilà sur cet aspect-là. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, je n'ai pas regardé. Pas de questions. Non, pas de questions, merci. L'autre aspect qui est important, donc là, c'est quand l'entreprise est déjà, ce qu'on vient de voir, le cumul de mandat social, quand on parle, c'est quand l'entreprise est déjà, fonctionne déjà. Et il y a d'autres cas de figure où très souvent, on va se poser la question du cumul du mandat social avec l'assurance chômage. Ça arrive très souvent. Souvent, d'ailleurs, les gens qui veulent monter leur boîte, créer leur entreprise très vite, comme le disait Manuel tout à l'heure, le font en ayant par ailleurs soit des économies, soit sont indemnisés dans le cadre de l'assurance chômage pour un précédent emploi qu'ils avaient. Et donc, ils ont une assurance chômage. Et ils créent leur boîte dans laquelle ils ont prévu un mandat social. Et la question se pose de est-ce que je peux être mandataire social non rémunéré, c'est souvent, pas de rémunération de vie, et percevoir par ailleurs une assurance chômage auquel j'ai droit parce que j'étais salarié avant. Alors, le principe, c'est que en pratique, ça arrive très très souvent, que les gens qui créent leur boîte sont par ailleurs assurés auprès de Pôle emploi et bénéficient des allocations chômage. Par principe, ce n'est pas possible quand le mandat correspond à une activité professionnelle. C'est vraiment les sociétés, par exemple, en création avec une activité effective. Pourquoi? Parce qu'on va considérer que l'activité du mandataire social va être de développer son entreprise, créer des partenariats, être en représentation, et c'est incompatible avec la recherche effective d'un emploi qui est une des conditions essentielles pour bénéficier, principale pour bénéficier de l'assurance chômage. C'est la privation involontaire d'un emploi, mais surtout être à la recherche effective d'un emploi. Candidater ailleurs, chercher de manière effective un emploi. Et quand on est mandataire social par ailleurs avec sa propre entreprise, eh bien, ça peut être considéré comme une entrave à la recherche effective d'un emploi. Et là, Pôle emploi
peut vous demander peut demander au mandataire social des comptes, hein, c'est-à-dire qu'il peut vous demander soit de suspendre, va peut-être suspendre ses allocations chômage, soit demander un remboursement de ce qui a été perçu avant parce qu'on considère qu'il y a un mandat social et que c'est incompatible avec le bénéfice d'allocation chômage pour cette même période. Et ce principe existe même quand le mandat social est non rémunéré. C'est vraiment essentiel, hein, ce point-là. Je sais que la pratique, c'est très souvent, encore une fois, les gens qui créent leur entreprise sont par ailleurs inscrits au chômage. Les contrôles sont quand même, je veux dire, moi j'en ai quasiment pas vu, enfin, j'en ai quasiment pas vu, hein, ils sont assez rares, mais le risque existe. Voilà, c'est le point sur lequel il faut être attentif. Pôle emploi aujourd'hui, avec d'autres administrations, hein, parce que les administrations quand même des échanges d'informations, peut avoir l'information de dire que telle personne a par ailleurs un mandat social dans telle société et elle est se renseigner sur telle société et se rendre compte que finalement c'était incompatible. Je ne sais pas si j'avais les exceptions quand même, parce que bon, le principe c'est dès lors qu'on est dans une activité professionnelle, il y a des exceptions où on peut être mandataire social et par ailleurs bénéficier de l'assurance chômage et Pôle emploi, notamment quand le temps nécessaire pour rechercher une activité professionnelle est suffisante. Et ça, c'est une appréciation au cas par cas. Donc, ça ne veut pas dire qu'en soi, le fait d'être mandataire interdit d'être à la recherche effective d'un emploi par ailleurs. Par exemple, quand on crée une entreprise, mais pas forcément parce qu'on veut la développer, mais par ailleurs, on cherche un autre emploi, même s'il est à mi-temps, par exemple. Donc là, c'est une appréciation au cas par cas. Il faudra en justifier éventuellement auprès de Pôle emploi et elle va analyser le temps que vous consacrez. Est-ce que vous avez candidaté à des offres? Est-ce que vous êtes allé à des forums? Est-ce que vous avez des réponses négatives? Voilà, c'est vraiment des points qui seront essentiels. Montrer qu'on est à la recherche d'un emploi, ça suppose des actes positifs de recherche d'emploi. Certains types de mandats également qui permettent d'être mandataire et de continuer à percevoir des assurances Pôle emploi. Par exemple, alors ça va peut-être moins vous concerner, mais les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance, sauf si on se rend compte là encore qu'il y a plusieurs mandats qui sont exercés et que finalement la personne consacre beaucoup de temps compte tenu des différents mandats qu'elle a au niveau de ses mandats d'administrateur dans les membres du conseil de surveillance. Les dirigeants de sociétés mises en sommeil, une société mise en sommeil, c'est une société qui continue à avoir une existence juridique, mais qui n'a plus d'activité en tant que telle et qui, du coup, on n'y met pas fin, hein, on n'a pas le fonctionnement de la société, mais on va la mettre en sommeil, sachant que la personne reste dirigeante de celle-ci, mais comme elle n'a plus d'activité, le dirigeant, de facto, n'a plus d'activité non plus. Et le mandat de direction générale dans une société qui n'a pas d'activité effective, c'est pareil, c'est une société qui existe. Typiquement, par exemple, on peut penser dans des sociétés type SCI, on n'a pas vraiment, c'est SCI familiale, on a un mandat dans la SCI familiale, mais il n'y a pas vraiment d'activité au niveau de la SCI, où là, on peut être cumuler le mandat avec les assurances chômage. Voilà quelques exceptions où ça peut être aussi envisagé. Et après, Kamla, il n'y a pas un dispositif l'ACRE ou un truc particulier qui permet justement d'obtenir de la part de Pôle emploi un capital ou une rente, je ne sais pas, précisément pour que tu montes ta boîte? Oui, alors tout à fait. Là, c'était vraiment le cas de figure tel que je l'ai évoqué, le cas où tous les mois, je continue à percevoir une allocation de la part de Pôle emploi et par ailleurs, j'ai une activité de mandataire dans une société. On a aussi la possibilité, quand on s'inscrit à Pôle emploi, de mobiliser les droits que l'on a sous forme de capital pour créer une entreprise. Et très souvent,
C'est-à-dire que Pôle emploi va calculer les droits auxquels vous pouvez prétendre normalement sur toute la durée d'assurance chômage auquel vous avez droit, qui est de 2 ans. C'est une exception, mais 2 ans. Et donc, vous allez mobiliser tous les droits que vous êtes censé avoir sous forme de capital pour vous aider à lancer votre entreprise. Mais ça suppose ensuite de ne plus nécessairement avoir droit tous les mois à l'assurance chômage, puisque vous mobilisez vos droits dans le cadre du capital pour lancer votre projet, qui est un projet professionnel que Pôle emploi valide, à savoir la création d'une entreprise. Ça s'appelle comment? Oui, c'est le dispositif de l'ACRE. Je ne sais plus, c'est ça. Je sais plus si effectivement ça a changé de nom récemment, parce que ça peut avoir changé de nom, mais c'est ça. C'est l'idée de se dire, en fait, l'assurance chômage, normalement, c'est une rente qui est versée tous les mois. L'idée, c'est ça. Il y a une indemnisation, c'est une indemnisation mensuelle. Et on a l'exception, c'est de se dire, je veux mobiliser tous les droits auxquels je peux avoir au niveau de Pôle emploi en une seule fois sous forme de capital, ce qui me permettra, au niveau de mon projet professionnel, de monter, de créer ma boîte et d'injecter cet argent-là dans le cadre du dispositif. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions affichées. Par contre, moi, j'ai un participant qui m'a demandé s'il était possible qu'on envoie le contenu que vous venez de présenter aux participants. Oui, pas de difficulté, bien sûr. Oui, tout à fait. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, il ne reste plus qu'à vous remercier pour cette présentation claire et bien illustrée. Bon, merci à vous pour l'organisation de la logistique. Voilà. Je rappelle donc que cette présentation sera disponible en replay d'ici demain, sur le site internet d'Alès Myriapolis et de l'IMT-Mines. Donc, ceux qui n'ont pas pu participer ou qui souhaiteraient la revoir en replay, n'hésitez pas, on mettra le lien. Ça marche. Merci à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.